Avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Charline Rafidi, pour démarrer cet après-midi un point de la situation bien sûr sur le marché du travail avec le rapport 2023 de la direction des statistiques du travail, un rapport qui laisse apparaître un certain avantage pour les hommes dans les chiffres. 30 999 contrats de travail à durée déterminée ont été signés, dont 23 194 pour les hommes et 7 805 pour les femmes. L'actualité, c'est également l'immigration clandestine qui, pendant ce temps, continue et ce, malgré l'arrivée d'un tout nouveau régime. Entre chômage et pauvreté, il semble que le désespoir pousse ces jeunes à reprendre le large. À Soumbédioune, le phénomène interpelle les pêcheurs. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes de ce journal de développement de toute cette actualité. C'est bien sûr après ceci. Incident, nous le disions tantôt, la direction des statistiques du travail a publié hier son rapport annuel 2023 concernant la situation du marché du travail au Sénégal. Un rapport qui met en avant le nombre de contrats de travail enregistrés au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, le contrôle des conditions de travail, le contrôle des ouvertures et fermetures d'établissements, mais également la gestion des relations de travail et la protection sociale. Bien sûr, Charline, pour l'emploi, le salarié document a donc révélé qu'au niveau de ces ITSS, un total de 61 036 contrats de travail a été enregistré en 2023, soit 15% de moins par rapport à l'année 2022. La note précise tout de même que les entreprises signent plus de contrats avec les hommes qu'avec les femmes et pour l'année 2023, seules 7 805 femmes ont bénéficié d'un contrat à durée déterminée contre 23 194 hommes. Les détails avec Momar Sissé. Le rapport annuel des statistiques du travail de l'année 2023 publié par le ministère du Travail fait état d'abord de la situation des déclarations d'établissement et de l'emploi. En effet, il a été dénombré, d'après le rapport, 2012 établissements ouverts contre 123 entités fermées, d'où un solde positif de 1889 établissements. Selon le document, il convient de préciser que les ouvertures et fermetures d'établissements ont induit des créations et pertes d'emplois. Relativement aux emplois générés par les établissements ouverts, ils s'élèvent à 12 670 contre 579 perdus suite aux fermetures, soit un solde de 12 091 emplois. L'appréciation de la situation de l'emploi peut aussi découler de l'analyse des statistiques sur les contrats de travail enregistrés au niveau des instituts de travail et de sécurité sociale. À ce titre, les données affichent un total de 61 036 contrats de travail visés par les instituts de travail et de sécurité sociale. La répartition des contrats selon le type laisse apparaître 30 999 contrats de travail à durée déterminée, dont 21 191 pour les hommes et 7 805 pour les femmes. 19 159 contrats de travail à durée indéterminée, dont 12 925 pour les hommes et 6 234 pour les femmes ont été recensés. Pour les contrats de stage, ils sont au nombre de 3 856, dont 2 212 pour les hommes et 1 644 pour les femmes. 3 230 contrats de travail saisonniers, dont 2 524 pour les hommes et 706 pour les femmes ont été signés. 3 016 contrats de travail temporaires, dont 2 090 pour les hommes et 926 pour les femmes sont enregistrés. Pour ce qui est du contrôle des conditions de travail dans les entreprises, il ressort du rapport qu'en matière de garantie des droits, il apparaît que 5 275 établissements comptant une population de 103 956 travailleurs ont été contrôlés par les inspections de travail et de sécurité sociale. Parallèlement au contrôle, 17 089 consultations ont été menées, dont 227 consultations écrites et 16 862 consultations orales. Sur ce, nous restons avec le marché du travail et les nominations présidentielles et la polémique qu'elles ont créée dernièrement pour Thierno Lo. Pourtant, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En effet, pour l'ancien ministre, il faut s'orienter vers les compétences et l'enquête de moralité plutôt que sur les questions liées, bien sûr, aux liens de parenté. Je renvoie tout le monde aux prérogatives dédiées au président de la République. On a dit que c'est le président qui nomme aux emplois civils et militaires et il le fait comme il le veut et comme il l'entend. C'est la Constitution. Donc ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Mais si nous entrons dans le fond, est-ce qu'aujourd'hui, si moi, Thierno Lo, j'étais ministre de la République et que mon fils ou mon frère soit un génie par ailleurs, major de sa promotion dans plusieurs domaines aux États-Unis, en Europe et partout, est-ce que, parce que je suis ministre,
ce fils de Tchernolo ou ce frère de Tchernolo ne devrait pas être ministre ou travailler pour la République. Je crois que c'est un gâchis et ce serait une injustice. Ce que nous devons privilégier, c'est, l'enquête de moralité. Est-ce que la personne qui est élue a les compétences pour la mission dédiée, la mission qu'on va lui confier? Ce sont ces critères-là que nous devons regarder. Mais si les gens sont bien formés, peuvent le faire et ont été choisis par le président de la République, nous devons l'accepter. On reste toujours dans ce même siège. Dans la chronique du jour, Mamadou Sy Albert aborde la question des recrutements dans le service public, des recrutements souvent clientélistes. Une pratique assez révélatrice d'une véritable faillite du service public. Le nouveau régime devra donc remédier à cette problématique à l'ère du Djoubal Djoubanti. Le service public est la fonction centrale de toute administration étatique et non étatique. Les fonctionnaires sont singulièrement assujettis à la satisfaction de la demande des citoyens sénégalais en raison du fait que le service public obéit à une conduite et à un impératif absolu. Il doit servir les citoyens. C'est du moins l'esprit et la lettre d'or de l'éthique et de la responsabilité de tous les employés de l'État central et ses démembrements à l'échelle du territoire national et à l'étranger. Cette piqûre de rappel dans le contexte de la faillite structurelle du service public laisse naturellement perplexes les pans entiers des populations et des demandeurs d'emploi. Elle fait rire les observateurs des dérives des pratiques contraires à la mission du service public. Ce sont des pratiques ancrées dans la culture de la société et au sommet des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le désastre est massif. Le service public a perdu tout son sens originel. Pour bénéficier des œuvres du service public, il faut passer par une personne influente, pour ne pas dire un pralon dans la chaîne de commandement. Le Sénégal fonctionne ainsi depuis des décennies. Alors, le service public est sous l'influence des partisans et des courtiers des majorités au pouvoir. Que dire de l'accès à l'emploi salarié? Les jeunes diplômés et non diplômés ont fini par ne plus croire au recrutement et aux critères de compétence. L'homme ou la femme à la place qu'il faut est un vieux souvenir auquel on accorde très peu d'intérêt. L'emploi et le service public sont en réalité entre les mains des décideurs politiques et administratifs au service d'intérêts privés et familiaux. La faillite du service public sénégalais constitue un des héritages des plus coriaces du pouvoir du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La réussite du président en exercice dans son Djoubal Djoubanti national dépendra des capacités des patriotes y alliés à rompre avec les profondes causes sociales, culturelles et politiques de la banqueroute du service public. Et puis retard des paiements des allocations familiales, le syndicat des travailleurs de la Caisse de sécurité sociale affiliée à la CNTS apporte des éclairages. Selon eux, ce retard n'est pas lié au scandale présumé qui secoue leur boîte. Il s'explique plutôt par la mise en place d'un nouveau système. Et ces travailleurs qui ont donc organisé un point de presse ce lundi soir en ont aussi profité pour parler de leur doléance. Regardez. Ce retard-là est dû uniquement au déploiement du nouveau système d'information qui vient tous d'être déployé il y a de cela 2 mois. Donc, comme vous le savez, une institution comme la Caisse, quand elle déploie un nouveau système, forcément, il y a des difficultés. Ce sont ces difficultés-là que rencontrent les travailleurs parfois. Mais aujourd'hui, la situation est en train d'être stabilisée. C'est pourquoi nous demandons aux autres travailleurs qui viennent à la Caisse, ce qu'on appelle les allocataires, d'être compréhensifs vis-à-vis de nos camarades qui sont là, qui sont dans les guichets, qui travaillent parfois au-delà de 18 heures. Et aujourd'hui, parler de l'accord d'établissement, moi je vous dis que l'ensemble des points de revendication des travailleurs se résume à un accord d'établissement. Cet accord d'établissement-là date de 2006. Ça fait plus de 18 ans. Pendant ce temps, l'association des vice-présidents et secrétaires élus du Sénégal a organisé hier sa 2e rencontre. C'était à Thiès. Au cours de ces assises, ils se sont penchés sur plusieurs sujets, notamment sur comment améliorer le vécu des élus territoriaux, leur statut, mais également le renforcement de la décentralisation. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons réfléchir à voir comment améliorer le statut de l'élu local. Le président de l'UAL l'a dit tout à l'heure, il faudra aussi faire tout pour améliorer le statut. Et dans l'amélioration du statut, il y a tout, parce qu'ils vont renforcer non seulement les présidents de conseil départemental, ils vont renforcer les maires, ils vont renforcer les conseillers. Et tout cela réuni montre qu'effectivement, nous devons développer cette ressource-là qui est au sein des collectivités territoriales. Et en les renforçant, ils seront plus à l'aise pour travailler pour le développement de nos territoires. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez vu
le président de l'UAL qui est là à nos côtés. La démarche, c'est de faire tout pour essayer d'organiser l'ensemble des entités qui sont au sein de l'UAL et sous forme de système. Pendant ce temps, l'immigration clandestine continue de plus belle. Il semble le chômage et la pauvreté sont considérés comme les causes principales. Et à la plage de Soumbédioune, l'un des principaux points d'embarquement, les pêcheurs déplorent aussi la fragilité du secteur qui pousse ainsi ces jeunes à l'aventure. On assiste au Sénégal à une reprise de l'immigration clandestine. Le phénomène, qui semblait s'être estompé, a repris avec des proportions très inquiétantes. De plus en plus, de jeunes Sénégalais continuent de prendre les pirogues pour tenter de rallier l'Europe. Plusieurs facteurs sont cités comme étant à l'origine du phénomène. Il y a entre autres la pauvreté et le chômage endémique. L'immigration est un phénomène très difficile à combattre. Même si l'État du Sénégal mettait des bateaux de surveillance, surtout avec la marine nationale, cela n'empêcherait nullement à ces jeunes-là de braver les vagues. La seule solution pour l'État, c'est de mettre en place des solutions pour les empêcher de partir parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Beaucoup de ces candidats à l'immigration irrégulière sont des pêcheurs qui ont abandonné leurs activités, prétextant un secteur qui est au plus mal. Regardez, on ne trouve plus de poissons dans la mer. Voilà pourquoi ces jeunes-là n'hésitent pas parce qu'ils pensent que l'avenir est meilleur en Espagne. Il n'y a que les pères de famille comme moi qui ne peuvent plus partir. De notre côté, ces pêcheurs déplorent la rareté des ressources halieutiques dues à la présence des bateaux étrangers venus pêcher dans les côtes sénégalaises. Tout cela, c'est à cause des accords de pêche signés avec les bateaux étrangers. De 6h à 4h, on peut rester dans la mer sans rien du tout. 6h du matin jusqu'à 4h, on rentre toujours bredouille devant ces bateaux de pêche-là qui emportent tout sur leur passage. Après, ils vont vendre à l'extérieur. Nous, les pêcheurs, on rentre souvent bredouille. La plage de Soumbédioune est un des lieux de départ connu au Sénégal. Plus de 5 pirogues ont quitté Soumbédioune. On n'y peut rien. Heureusement pour nous, aucune pirogue partie de Soumbédioune n'a échoué. À la recherche de meilleures conditions de vie, des milliers de Sénégalais s'engagent dans des pirogues de fortune au risque de leur vie. Le phénomène se poursuit et ce, malgré l'arrivée d'un nouveau régime qui a suscité beaucoup d'espoir. Et puis cette grève de la faim au camp pénal, les détenus ont mis fin à leur mot d'ordre suite à un passage du directeur général de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt et de correction du Cap Manuel, mais également au camp pénal de Liberté 6. Dans ces différents établissements, l'inspecteur à l'une 6 s'est entretenu avec les détenus et le personnel. Pour rappel, les détenus avaient entamé leur grève de la faim suite à la mesure de cloisonnement prise pour renforcer la sécurité dans ce lieu après l'incident du 19 juin dernier. Et puis, sécurité publique, dans le cadre de la poursuite de ses activités de lutte contre la délinquance, la gendarmerie nationale a effectué des opérations de sécurisation dans les secteurs des Almadies, de la Foire, Mariste, Ouakam et Anne-Mariste. Des descentes inopinées dans les nuits du vendredi 19 au dimanche 21 juillet qui ont permis à ces gendarmes d'interpeller ainsi au total 368 personnes pour divers motifs selon le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye. 58 véhicules immobilisés, 16 permis de conduire saisis ainsi que 18 caisses de boissons alcoolisées. Et on reste avec des questions de sécurité publique du côté de Médina Gounass. Cette fois-ci, le torchon brûle entre la population et la gendarmerie. Les hommes en bleu sont devenus des indésirables. Ils sont accusés de violenter les populations. Ces dernières, bien sûr, qui interpellent ainsi les nouvelles autorités sur la question. Il est temps que le président et son premier ministre prennent les responsabilités. Faute de quoi, ils vont agir, nous disent-ils. Nous voulons juste alerter l'opinion nationale sur les actes de la gendarmerie depuis les récents événements. Les gendarmes nous fatiguent vraiment. Ils ont arrêté plus de 180 personnes. Ici même, des gendarmes ont torturé des gens et on a même perdu un ami parmi eux à cause de ça. Nous avions l'intention d'en parler, mais le calife s'y est opposé. Depuis lors, c'est la catastrophe.
Même pour aller prier le vendredi, ils nous l'interdisent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un véhicule de la gendarmerie a mortellement fauché un talibé. Et le gendarme en question conduisait en manipulant son téléphone. Par la suite, il a pris la fuite. Premier ministre a des responsabilités pour régler la situation de Medina Gounass. Vraiment, il est temps que cela s'arrête. Que le président et le premier ministre prennent leurs responsabilités sur cette situation à Gounass. C'est inacceptable. Et nous, talibés, allons prendre nos responsabilités. Santé publique à présent, un nouveau rapport de l'Alliance mondiale souligne l'urgence d'intensifier les services de lutte contre le VIH dans les pays les plus touchés. Intitulé « Transformer la vision en réalité », le rapport observe que les taux de transmission verticale restent extrêmement élevés dans certaines localités, en particulier en Afrique de l'Ouest et centrale, avec des taux supérieurs à 20% dans des pays comme le Nigeria ou encore la République démocratique du Congo. On reste à l'international avec de la géopolitique. Cette fois-ci, la course à la Maison-Blanche est donc bouleversée et les démocrates aux États-Unis sont pour l'instant sans candidat désigné officiellement depuis l'annonce du retrait du président sortant Joe Biden. C'était dimanche. Et à ce stade, seule la vice-présidente Kamala Harris a annoncé sa candidature et elle reste ainsi l'hypothèse la plus probable, mais le choix de son éventuel colistier pourrait être beaucoup moins simple bien sûr qu'il ne paraît, d'autant que les démocrates appelle plutôt à laisser émerger un nouveau candidat, Ousmane Ba. Une opportunité de renaissance politique du Parti démocrate américain. Voilà comment Ali Farindiaï, analyste politique et spécialiste des États-Unis, analyse le désistement inattendu de Joe Biden. Encore que Kamala Harris devra réussir le pari de convaincre des poids lourds de son parti. Sa campagne a mobilisé un peu de momentum parce que déjà il y a 96 millions de dollars disponibles pour la campagne. Et juste après le désistement de Joe Biden, les donateurs ont donné jusqu'à 46 millions pour soutenir sa campagne, ce qui est un atout. Cette candidature va permettre à Kamala Harris, si elle choisit un bon colistier, de mobiliser le Parti démocrate et certains indépendants et donner aux Américains un plébiscite qui sera clair. Autre défi pour la vice-présidente actuelle des États-Unis, ce sera de renverser la tendance nationaliste imposée par Donald Trump, qui aujourd'hui monte crescendo dans les sondages. Vous que Donald Trump, si elle a gagné l'investiture et si aujourd'hui il a des chances de remporter l'élection, parce que effectivement les thèmes qui sont importants pour le républicain, à savoir l'immigration massive qui a passé à travers la frontière sud, et dont on estime à plus de 10 millions d'immigrés. La question de la guerre en Ukraine, qui est aussi quelque chose qui a montré la faiblesse du leadership américain, et le support mitigé vis-à-vis d'Israël, qui est quelque chose aussi qui est très populaire aux États-Unis, font que Donald Trump a des chances de revenir au pouvoir. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle campagne électorale qui commence si la candidature de Kamala Harris est retenue dans le camp démocrate. Et l'élection des deux sera historique, quoi qu'il arrive, car se joint entre la possibilité d'avoir une première femme et de surcroît noire à la tête de la Maison-Blanche ou à défaut, un deuxième président des États-Unis à avoir 2 mandats non consécutifs après Cleveland en 1855. Et place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, on le retrouve à la une de presque tous les quotidiens. Il s'agit du rapport annuel sur l'emploi qui révèle des chiffres inquiétants en termes de perte d'emploi. Selon Sud Quotidien, il ressort de ce document que 314 cas de licenciement ont été enregistrés en 2023. Selon les chiffres des inspections de travail et de la sécurité sociale, Sud Quotidien d'ajouter que 6 milliards 1 652 000 francs CFA ont été versés à 860 travailleurs dans le cadre des ruptures à l'amiable. L'Observateur révèle aussi la vérité des chiffres sur l'emploi au Sénégal avec le nombre d'emplois créés et perdus. Selon le quotidien du groupe Futur Média qui rapporte les données du rapport, 12 670 emplois ont été créés contre 579 perdus. Et l'Observateur fait retenir que 2012 établissements sont ouverts en 2023. Contre 123 entités fermées. La question de la reddition des comptes est aussi au menu des quotidiens avec la dernière sortie du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Fadilou Keïta, promet l'enfer aux opposants du régime selon Vox Populi. Pas de pitié ni compassion. L'État devra sévir, dit-il, dans des propos rapportés par le même journal en allusion aux responsables de l'ancien régime qui se rendraient coupables de mauvaise gestion.
Aucun franc ne devrait rester dans leurs mains, insiste Fadilou Keïta, dont les déclarations sont reprises par Vox Populi à sa une. Walf Quotidien également revient sur les dernières nominations à des fonctions publiques vues sous l'angle de la promotion des jeunes à des postes stratégiques. Walf Quotidien parle de pari osé du projet. Contrairement à ses prédécesseurs, le président Bassirou Diomaye Faye mise sur des jeunes, avance Walf Quotidien, mais reste maintenant à convaincre de l'équation entre les profils et les emplois, souligne Walf Quotidien. Mais dans le contexte des 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, le quotidien critique s'intéresse aussi à la sortie du directeur général de la RTS. Le journal relate l'étude de Pape Alé Niang qui déclare que juste 3 mois au pouvoir et on se rend compte que les choses les plus élémentaires sont en réalité des urgences à régler. Et selon Pape Alé Niang, l'unique solution est de dire la vérité au peuple et de procéder aux ruptures. Enquête revient sur la déclaration de politique générale que le nouveau Premier ministre doit prononcer devant l'Assemblée nationale. La bonne nouvelle, c'est que les travaux des députés s'achèvent ce mardi pour la mise à jour du règlement intérieur exigé par le Premier ministre Ousmane Sonko avant de procéder à sa DPG, selon le quotidien Enquête. Les discussions entre les 3 groupes parlementaires avancent dans le bon sens, indique le journal en affichant vent de dégel à l'Assemblée. L'Observateur s'interroge sur le silence du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, depuis la défaite de son candidat à la présidentielle du 24 mars dernier. On espérait le voir mener l'opposition face au tandem Diomaye-Sonko, mais Barthélémy Diaz s'est emmuré dans un silence assourdissant, indifférent à ce que font les nouvelles autorités, stratégie ou simple choix politique, s'interroge l'Observateur. Le Soleil souligne l'ampleur des pertes post-récolte dans le département de Podor qui représente 68% de la superficie de la région de Saint-Louis. À Podor, notez que 5,6 milliards de francs CFA sont dans le vent, indique le journal, citant une étude publiée par l'IPAR. Et nous terminons avec le journal Les Échos qui affiche la photo de la maman de Balla Gaye à sa une pour dire que la maman du nouveau empereur des arènes défie Modou Lo. Si Modou Lo le veut, nous sommes prêts, déclare la maman de Balla Gaye 2. Nous sommes ouverts à toutes les propositions pour dire que la maman de Balla Gaye 2 pompe son fils pour affronter Modou Lo. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.